Aujourd'hui, on est réunis parce que notre commission a confié à Madame Marie-Noëlle Battistel la charge de conduire un groupe de travail sur les concessions hydroélectriques. Comme pour le groupe de travail sur la situation sociale du groupe Nokia qui avait été confié à notre collègue Éric Bothorel, je rappelle que les conclusions d'un groupe de travail donnent lieu à une communication en commission sans publication de rapport. Un compte-rendu écrit de la communication sera publié sur le site de notre commission. Madame Marie-Noëlle Battistel dispose de 20 minutes environ pour sa communication et chacun d'entre vous pourra par la suite lui poser des questions. Madame Battistel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier le Président Lescure qui m'a confié la présidence de ce groupe de travail relatif aux concessions hydroélectriques. Lorsque je lui en ai fait la demande en fin d'année 2017, mon idée était de faire un point sur l'avancement des propositions que j'avais faites dans un précédent rapport en 2013, afin de les actualiser dans la perspective du débat public sur la PPE. J'avais rencontré le ministre Hulot en décembre 2017 qui m'avait confirmé qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet. Pourtant, à la surprise générale, nous avons appris par la presse en février 2018 qu'une proposition d'ouverture à la concurrence de nos concessions hydroélectriques avait été adressée à la Commission européenne, et ce, pour une ouverture dès 2018. Le travail que je voulais faire à froid, sur la base d'évaluation, d'analyse et de propositions, est de fait devenu, par l'action du gouvernement, un travail en réaction à une actualité brûlante. Ceci, du reste, ne change en rien ma position, ni le contenu de mes conclusions, mais leur donne une dimension que l'on confère au sujet jugé technique. Permettez-moi de vous dresser un panorama de la situation actuelle et vous rappeler brièvement l'historique sur ce sujet, qui est certes technique, mais surtout éminemment politique. Quelques éléments chiffrés d'abord. La France compte près de 400 concessions hydroélectriques qui représentent environ une production annuelle de 24 gigas. L'hydroélectricité représente 10 à 12% de la production d'électricité au niveau national. EDF détient 80% des concessions hydroélectriques et produit 66% de l'énergie issue de l'hydraulique. Les concessions ont été la plupart du temps attribuées pour une durée de 75 ans. 150 concessions, soit 25% de la production d'hydroélectricité en France, sont arrivées ou seront arrivées à échéance en 2023. Quelques éléments juridiques et politiques ensuite. Le processus de mise en concurrence dans le renouvellement des concessions hydroélectriques en France a été rendu obligatoire par la perte du statut d'établissement public d'EDF en 2004. La Commission européenne a engagé une première procédure d'infraction contre la France à ce sujet en 2006. En 2010, le gouvernement s'est engagé à lancer, avant 2015, des appels d'offres pour 10 barrages représentant environ 20% de la puissance hydroélectrique française. Mesurant les enjeux liés à cette mise en concurrence, sous le précédent mandat, aucun de ces appels d'offres n'est intervenu. La loi de transition énergétique du 17 août 2015, dans son article 118, fixe de nouveaux dispositifs de prolongation des concessions qui répondent aux exigences européennes, tout en donnant des moyens juridiques de conserver le caractère public des concessions. Comme vous le savez, la Commission européenne a pourtant exprimé des réserves sur certaines dispositions de cette loi et nous a adressé le 22 octobre 2015 une mise en demeure mettant en cause, je cite, « les mesures étatiques qui, en faisant obstacle à l'entrée et à l'expansion des concurrents, ont pour effet de maintenir ou de renforcer la position dominante d'EDF ». Mise en demeure enjoignant la France de proposer une autre solution garantissant l'ouverture à la concurrence libérale. Les autorités françaises ont répondu par une note datée du 22 janvier 2018. Cette note n'a pas été rendue publique. Je dois dire ici que j'ai essuyé des refus systématiques à chacune des demandes faites pour l'obtenir. D'après les informations qui ont pourtant fuité et dont la presse a eu le privilège d'avoir connaissance avant la représentation nationale, il semblerait que le gouvernement ait proposé de remettre totalement en concurrence des lots de 3 à 5 concessions, dont 2 pourraient être mis en concurrence dès 2018. Voilà, mes chers collègues, les faits qui, loin de suppositions ou de procès d'intention, sont établis. Je souhaitais commencer par cela afin que les bases de notre travail soient partagées. Au cours de mes 3 mois de travail, j'ai pu auditionner un grand nombre d'acteurs, tous les exploitants historiques évidemment opérant actuellement en France, le cabinet du ministre Hulot et la DGEC, les représentants des industries électro-intensives,
la FIEG, des experts de l'hydroélectricité, l'ensemble des syndicats. Je me suis également rendue à Bruxelles où j'ai pu obtenir des entretiens avec la DG Concurrence, la DG Énergie et la DG Marché Intérieur. De l'ensemble de ces auditions, des rencontres que j'ai également menées sur le terrain, il ressort plusieurs éléments forts et clairs que je tiens à vous transmettre aujourd'hui. Premièrement, l'hydroélectricité, vous le savez, est un secteur éminemment stratégique qui dépasse de très loin le seul enjeu de la production d'énergie. Elle recouvre en effet de multiples enjeux, ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres sources d'énergie. Un enjeu énergétique d'abord, bien sûr. L'hydroélectricité représente une part non négligeable de la production d'électricité de notre pays et une part déterminante des énergies renouvelables produites en France. Elle contribue indiscutablement à notre souveraineté énergétique. Un enjeu industriel ensuite. La filière hydro représente 25 000 emplois directs et indirects. Elle représente aussi un élément du vaste patrimoine industriel de nos territoires qui a contribué à leur industrialisation, notamment dans les vallées de montagne. Un enjeu environnemental, bien sûr. L'hydroélectricité est la première source de production d'énergie renouvelable, mais également la plus pilotable et flexible. Elle permet de stocker l'énergie et de gérer la pointe de la consommation sans recourir à des importations d'énergie moins vertueuses. Un enjeu de service public surtout. Et c'est là un point essentiel. On touche ici à la question du service public de l'eau. On touche ici au multi-usage de l'eau et au rôle propre des barrages sur nos territoires. Les opérateurs de l'hydroélectricité jouent en effet un rôle crucial en matière d'irrigation agricole, de soutien d'étiage, de tourisme, car de nombreuses bases nautiques ont été aménagées et sont gérées grâce à ces installations. Un enjeu de sécurité enfin. Au-delà de la sûreté des seuls barrages, au-delà même de la sécurité des habitants et des vallées situées en aval d'équipements retenant des centaines de millions de mètres cubes capables de submerger des villes entières, l'hydroélectricité contribue également à la sûreté en matière de gestion des crues. En effet, loin d'être transparents dans les bassins versants, les barrages jouent un rôle de tampon, de régulateur qui évite bien des inondations et des catastrophes. Elle contribue également à la sûreté nucléaire, vous le savez, en apportant une source d'eau de refroidissement indispensable et disponible. Cela me conduit donc aux premières remarques. La gestion des concessions ne doit pas être abordée sous le seul angle production d'énergie, mais en prenant en compte l'ensemble des aspects qu'elle concerne, c'est-à-dire notamment le service public de l'eau et de ses usages, la sécurité, sûreté de nos installations et le lien avec les territoires. Deuxièmement, la mise en demeure adressée à la France me semble aujourd'hui de moins en moins justifiée. Les chiffres sur lesquels s'appuie cette mise en demeure datent de près de 4 ans et ne sont, à mon sens, plus fondés. En effet, la position dominante d'EDF, pointée par l'Union européenne, évolue. La montée en puissance des énergies renouvelables, qui se développent essentiellement par d'autres énergéticiens qu'EDF, l'ouverture du marché de détail qui est opérant aujourd'hui et qui... la preuve en est qu'EDF perd désormais 100 000 clients par jour au profit d'autres structures essentiellement privées. Et à l'avenir, la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité conduira mécaniquement à une très nette réduction de la part de marché détenue par EDF. Par ailleurs, quand bien même il y aurait position dominante de l'opérateur historique public, l'abus de position dominante n'est à mon sens en aucun cas caractérisé. Quel est l'abus ? Qui est la victime ? Le consommateur, pour sa part, n'en souffre en aucune manière dans les tarifs et a le choix de son fournisseur. La comparaison avec les tarifs pratiqués dans d'autres pays montre au contraire que la situation actuelle permet à l'usager français de bénéficier de tarifs acceptables et parfois plus accessibles que là où les abus ne seraient pas caractérisés. La notion d'abus mérite, vous en conviendrez, d'être quelque peu relativisée. La mise en demeure semble assise également sur de mauvaises raisons. L'hydroélectricité, je le répète, représente 12% de la production d'électricité au niveau national, dont 66% par EDF. Il faudrait alors agir sur 66% de 12% et ainsi mettre un terme à la position dominante d'EDF. Cela n'est évidemment pas sérieux, cela n'est pas crédible. Troisièmement, l'ouverture à la concurrence des concessions est inéquitable et dangereuse. J'insiste sur ces deux termes. Inéquitable d'abord, et ça c'est extrêmement important, car elle repose sur
ne repose pas sur un principe de réciprocité. Nous allons laisser l'exploitation de nos ouvrages à des entreprises, parfois étrangères, dans les pays desquels nos entreprises françaises ne pourront pas concourir, soit parce qu'ils n'appliquent pas le régime des concessions, soit parce qu'ils ne sont pas situés en Union européenne et n'ouvrent pas leur marché public. Pour moi, cela est absolument inconcevable. Dangereuse ensuite pour de multiples raisons. Elle introduit un risque sur la souveraineté énergétique et la maîtrise de la production. En remettant en concurrence les concessions, l'État actionnaire à plus de 80% d'EDF perd le contrôle sur la production d'électricité, la plus compétitive du mix énergétique et une des plus flexibles au moment où on s'engage dans la transition énergétique. Elle introduit un risque sur la sécurité des installations. Si l'État reste bien propriétaire, l'exploitant sera responsable de la sécurité des ouvrages. Comment garantir qu'il la mette effectivement en œuvre, alors que la logique de rentabilité peut conduire à des volontés d'économie en matière de maintenance, voire de sécurité? Il faudra alors que l'État se dote d'un outil de contrôle performant. Cela ne sera pas aisé. Elle introduit également un risque sur l'emploi local et l'activité des territoires. Certes, les salariés de l'exploitant initial seront probablement transférés au nouvel opérateur. Mais que dire des sous-traitants locaux ou itinérants de site en site? Que dire de la pérennité ou de l'évolution de l'organisation humaine de ces entreprises, du pôle ingénierie reconnu dans le monde entier, qui pourrait être menacé car la maille du parc ne serait plus suffisante pour le supporter? Elle introduit également un risque pour le service public de l'eau. Comment garantir en effet que les acteurs étrangers qui viendront en France assureront également le service public dans toutes ses dimensions et pas uniquement la production d'électricité? Cette notion peu palpable et en constante évolution dans des cahiers des charges qui ne pourront jamais tout prévoir, c'est une question qui préoccupe énormément les élus. Par exemple, qui pourrait garantir que la côte des lacs des retenues sera maintenue pour assurer la navigation et le tourisme estival, indépendant du prix du kilowatt et des intérêts à court terme de l'entreprise exploitante? De même, comment garantir que les nouveaux opérateurs assurent facilement les missions inhérentes à la sûreté nucléaire au refroidissement, notamment si les centrales à proximité de ces ouvrages sont exploitées par un concurrent? Les conséquences sur les tarifs de l'électricité pour les consommateurs n'ont pas été étudiées, mais il semble évident que toute concession perdue par l'opérateur historique se traduira probablement par une hausse de son coût de production moyen et donc une hausse du tarif réglementé. Enfin, la proposition française en l'état me semble inopérante. D'une part, il semblerait que le gouvernement ait décidé de remettre totalement en concurrence des lots de 3 concessions en plafonnant à 2 le nombre de concessions gagnables par le même opérateur. Un tel plafonnement est un non-sens quand il conduit potentiellement à écarter d'un appel d'offres le candidat présentant la meilleure offre. Comment justifier que l'on se contente du second moins-disant, que ce soit en matière environnementale, économique, sociale, de sécurité ou de gestion des usages de l'eau? Ceci est d'autant plus inacceptable que, comme nous l'ont confirmé l'autorité de la concurrence, la DG Concurrence et la DG du marché intérieur, cette méthode n'a rien d'obligatoire et n'a aucunement été initiée par la Commission européenne. L'allotissement plafonné n'est pas une mise en concurrence, mais un simple partage du gâteau que nous ne pouvons tolérer. D'autre part, et cela est très important, je me permets d'attirer votre attention sur le découpage des vallées remises en concurrence. Il me semble totalement inadéquat. Il désoptimise le système et rend l'exploitation des barrages particulièrement complexe. Les regroupements opérés ou non par le gouvernement sont sans cohérence de chaîne, en particulier si on regarde les usages de l'eau au sens large. Ils ne respectent pas la méthode des barycentres introduite par la loi de transition énergétique. Cela introduirait des difficultés techniques entre des opérateurs concurrents situés en amont, en aval des mêmes cours d'eau et dont les ouvrages sont interdépendants. Là encore, ni la DG Concurrence ni la DG Marché Intérieur se sont opposés à ces regroupements, pour peu qu'ils soient constitués sur des critères objectifs et non discriminatoires et que l'on atteigne un équilibre entre les concessions qui sont prolongées et celles dont la fin est anticipée au sein d'un même groupement. J'insiste sur ce sujet avec la plus grande force parce que ça me paraît évidemment indispensable de garder une logique de bassin, de vallées hydroélectriquement liées en prenant en compte la cohérence de l'ensemble des usages. Faute de quoi, nous nous
s'exposant à une gestion morcelée qui perdrait évidemment son optimisation, mais également à des risques contentieux importants. Ces différents constats m'amènent à des propositions concrètes. Premièrement, utiliser les outils de la loi de transition énergétique, qui prévoit la possibilité de prolongation des concessions sous condition de travaux. Ceci permettrait de prendre en compte les investissements réalisés pour la modernisation des ouvrages en matière d'optimisation et environnementale. Elle peut être envisagée très rapidement pour la CNR sur le Rhône, qui présente un cas un peu particulier, pour EDF sur la Truyère et pour la Chem, qui a également un projet d'investissement contre prolongation très pertinent, qui a recueilli toute l'attention dans le cadre du plan Juncker. La compatibilité de cette possibilité avec le droit européen doit être défendue et précisée afin de débloquer rapidement des investissements qui sont prêts chez chacun des opérateurs et du coup déclencher le versement de la nouvelle redevance qui a été introduite par la loi de transition pour les collectivités. La proposition faite n'en tient pas compte. La loi prévoit également le regroupement par barycentre dont je vous ai parlé juste avant. Les concessions hydrauliquement formées une chaîne d'aménagement liée peuvent être ainsi regroupées dans une seule concession afin d'améliorer l'exploitation de cette chaîne. Tous les exploitants auditionnés insistent sur l'importance des barycentres, question sur laquelle ils ont tous travaillé. C'est un dispositif pertinent et nécessaire qu'il est impératif de mettre en œuvre de manière rigoureuse. La loi prévoit également un système de société d'économie mixte hydroélectrique pour les barrages dont la concession expire. Les collectivités territoriales ou groupements riverains des cours d'eau peuvent en devenir actionnaires. Elles confient ensuite l'exploitation à un opérateur public ou privé. Il est en effet indispensable que l'hydroélectricité soit partagée entre les territoires et les énergéticiens, et certaines collectivités territoriales sont volontaires. La Caisse des dépôts pourrait les accompagner, car cela est nécessaire pour elles, parce qu'elles nécessitent une certaine solidité financière, je ne le nie pas. Ce dispositif convient également aux DG que nous avons rencontrés, qui nous ont même indiqué qu'il est possible de prévoir une part majoritaire pour la collectivité. Cela permettrait de garder ainsi un contrôle public plus satisfaisant sur nos ouvrages. Au-delà de la seule application de la loi de transition, des solutions alternatives à la mise en concurrence sont possibles et doivent être envisagées. Il semble qu'elles ont été trop rapidement écartées aujourd'hui. Il s'agit d'abord de la notion de service public, de service d'intérêt général. Dès lors que l'intérêt général d'une activité est démontré et que l'État en fait la demande, un service peut être autorisé à déroger aux règles de la concurrence applicables aux services marchands. Il semble pour toutes ces raisons que nous avons évoquées que c'est bien le cas ici pour ce qui concerne notre sujet et que l'hydroélectricité, qui repose sur deux biens communs, l'eau et l'énergie, relève à mon sens plus du service public que du service marchand. On peut également étudier la possibilité de cession de concessions entre opérateurs historiques. Cela, par le passé, a été fait entre EDF et la CNR et EDF et la Chem. En conclusion, voici les mesures que je préconise contre l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, qui me paraît un non-sens et un danger immense. Contester la mise en demeure au motif qu'elle n'est plus actualisée. L'État peut en faire un marqueur de ce dossier et dire stop aux mises en demeure viciées. Poursuivre le débat sur toutes les alternatives envisageables à la mise en concurrence, que j'ai évoquées précédemment. Appliquer les outils de la loi de transition énergétique qui ont été inscrits dans ce sens et pour cela. À cet égard, notifier également à la Commission européenne rapidement les prolongations sous conditions de travaux de la CNR, la Truyère, la Chem, pour déclencher le plus rapidement possible les investissements. Et en tout état de cause, garder constamment présent à l'esprit la question des usages de l'eau, du service public de l'eau, et avoir une vision industrielle et stratégique plutôt que comptable et arithmétique. Notre sécurité, notre service public de l'eau, notre souveraineté énergétique en dépendent. En conclusion, l'hydroélectricité, cette filière d'excellence, est l'un des piliers de l'équilibre du système électrique français. De la houille blanche qui a poussé hier l'essor industriel aux énergies renouvelables qui permettront demain la transition énergétique et environnementale, l'hydroélectricité est indiscutablement une force d'avenir. Au-delà de la simple production énergétique, chacun peut mesurer le rôle structurant de nos barrages, devenus indispensables pour la gestion de la ressource en eau, pour l'irrigation, le stockage de l'eau potable,
durable, la gestion des crues, mais aussi le tourisme et les loisirs. Bref, pour l'aménagement et la vie des territoires, pour leur identité aussi. Pour toutes ces raisons, mais il est à celle évidente de la sécurité et de l'indépendance, nombreux sont convaincus, au-delà des sensibilités politiques, que l'énergie ne doit pas être considérée comme un bien comme un autre et qu'elle doit être protégée de la dérégulation libérale du marché. Cela n'est ni simple ni évident, j'en ai évidemment conscience. J'ai tenté à travers ce rapport de mettre en valeur ces éléments pour que notre choix soit éclairé. Je ne doute pas qu'il le sera et que nous aurons collectivement la volonté de travailler à des solutions alternatives. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour votre travail. J'ai déjà une dizaine de demandes de questions. On va commencer, comme on fait habituellement, par 4 questions. D'abord, M. Sampastous, puis M. Roland, M. Ramos et M. Herth. Je donne la parole à Jean-Bernard Sampastous pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur les dates importantes que Mme Battistel a données. C'est donc effectivement la procédure d'octroi des concessions qui a été précisée dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Elle prévoit que l'État choisira dans chaque concession la meilleure offre compte tenu des critères qui ont été rappelés. Cette situation d'insécurité juridique est source aujourd'hui d'incertitude pour les entreprises, les salariés et les collectivités. Elle paralyse la filière et les opérateurs qui doivent réaliser d'importants investissements pour garantir la sûreté du parc et de l'approvisionnement et contribuer efficacement à la transition énergétique. La mise en concurrence des concessions arrivant à échéance est une question du respect de droit. Elle est imposée par le droit français en conformité avec le droit européen. Donc la loi de 2006, on en a parlé. Je fais rapide puisque j'ai 2 minutes. Je crois que l'on doit faire attention aux raccourcis dogmatiques sur ce dossier. La mise en concurrence des concessions n'entraîne aucune privatisation. L'État restera, dans tous les cas, propriétaire des barrages et nous gardons le principe de concession, c'est-à-dire de délégation de services publics, et il n'est pas question de brader notre territoire, notre patrimoine auquel nous sommes tous très attachés et que nous continuerons à protéger. Le parc hydraulique est vieillissant. Le renouvellement est aussi une opportunité pour assurer des besoins d'investissement. Dans les négociations, il me semble capital que les services de l'État informent régulièrement les opérateurs concernés et les salariés. Ce dossier nécessite un dialogue approfondi de tous les acteurs de la filière et des territoires. Les enjeux connexes de gestion de l'eau et d'aménagement du territoire en montagne en forment un dossier hautement sensible pour les populations concernées. Voilà, je vous laisse, j'aurais tellement de choses à dire. Merci. Je donne la parole à M. Roland des Républicains. Il y a tellement de choses à dire. 2 minutes, c'est trop court, Pascal. Ouais. Ah. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Vous évoquiez à la fin de votre propos que c'est un sujet transpartisan et que nous pouvons nous retrouver effectivement au-delà de nos propres appartenances politiques pour défendre l'hydroélectricité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre pays, et je vous le confirme. Il y a sur nos territoires de vives inquiétudes, des inquiétudes de la part des populations pour savoir ce que vont devenir les barrages et s'ils continueront d'être entretenus. Alors je pense que sur ce point-là, on peut assez facilement les renseigner et surtout les rassurer, mais vous avez aussi évoqué la question de l'indépendance énergétique de notre pays. C'est un choix stratégique et nous sommes plusieurs à avoir sollicité, interrogé le gouvernement sans réellement obtenir de réponse. Et je ne voudrais pas reprendre une phrase célèbre, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a sans doute un loup. Je crois que nous devons chacun dans nos territoires et ici à l'Assemblée nationale mettre une forme de pression et d'exigence auprès du gouvernement pour connaître réellement quelles sont ses intentions. Si effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, il est possible de reconduire les choses en l'état ou en tout cas d'éviter une mise en concurrence générale, je ne vois pas pourquoi nous n'utiliserions pas cette voie-là dans la mesure où, comme vous l'avez souligné,
il y a une question de dangerosité, mais aussi d'inéquité de traitement selon les pays avec lesquels nous pourrions traiter. Donc moi, très simplement, vous dire mon accord et mon soutien dans les démarches que vous avez entreprises, et notamment ce besoin de clairvoyance et de clarté auprès du gouvernement. Merci, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Richard Ramos du MoDem. Monsieur le Président, aujourd'hui, cette réunion, elle s'inscrit dans ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire l'hyperprotectionnisme américain. Et on a un président Trump qui, lui, ferme ses frontières pour pouvoir défendre son économie. Et donc, je trouve que notre travail aujourd'hui est vraiment au cœur du sujet. On va ouvrir éventuellement la concurrence. Et moi, ma question, elle est, est-ce que demain, une entreprise américaine pourrait, à travers ça, venir tranquillement, parce que nous aurions ouvert nos portes et nos fenêtres à l'industrie américaine, alors que les États-Unis, M. Trump, n'a de cesse que de fermer les siennes. Et donc je pense que là, c'est à la fois stratégique et c'est géopolitique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les États-Unis nous imposer leurs règles, faire en sorte qu'aujourd'hui, nos grandes industries sont obligées de plier, se retirer dans certains pays dont l'Iran, et laisser les marchés aux Chinois parce que les Américains les mettent sous le joug, et nous laisser entrer sur notre territoire des entreprises américaines qui viendraient nous concurrencer. Merci, je donne la parole à Antoine Herth du groupe UAI. Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de Madame Battistel, son travail qui nous permet aujourd'hui de débattre d'un sujet qui est important. Donc merci beaucoup. J'aimerais vous poser deux questions concernant le découpage des lots. Vous avez critiqué la manière dont ces découpages sont envisagés. Est-ce qu'il y a des voies de recours par rapport aux propositions qui sont faites? Et puis une deuxième question, je voudrais savoir si vous avez pu mesurer l'impact que cela pourrait avoir sur les ressources financières des collectivités dans la nouvelle formule. Enfin, j'aimerais dire aussi et rendre, comment dire, un hommage à un de nos collègues, à Eric Stroman, qui est présent, qui a précédemment travaillé sur ces sujets, qui m'en a beaucoup parlé, en particulier sur le côté atypique, en quelque sorte, des installations hydrauliques qui sont situées sur le Rhin. Est-ce que leur caractère frontalier a un impact sur la manière dont ils seront traités? Merci. Madame Battistel, vous avez la parole pour répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, Monsieur Sampastous évoquait l'incertitude qui était liée à cette non-prise de décision depuis un certain nombre d'années sur les territoires, à la fois pour les entreprises, les salariés et pour les collectivités. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut à un moment donné débloquer cette situation, et c'est pour cela que j'ai proposé d'ouvrir très rapidement et d'engager les renouvellements pour conditions de travaux qui sont prêts dans un certain nombre de territoires et qui n'attendent que le feu vert pour démarrer très rapidement. Parce que là, on aurait un début de travaux très rapide. Dans le cas d'une mise en concurrence, vous le savez tous, c'est au moins 4 ans. Plus le début des travaux, on ne verra pas un ouvrage se mettre en œuvre ou un chantier avant 6 ans au moins. Donc là, il y a manière de débloquer très rapidement. L'information, il demandait à ce que l'information soit transmise à la fois aux salariés et aux élus. Je suis totalement d'accord avec lui. La dernière information qui relève de cette proposition à la Commission européenne, les maires des communes concernées où il y avait des ouvrages hydroélectriques n'ont pas été prévenus ni informés de cette décision, et l'entreprise également. Donc je pense qu'il faut évidemment qu'on travaille dans plus de clarté et de transparence sur ce sujet. Donc Monsieur Roland, sur le sujet transpartisan, je confirme, puisque sur les territoires, je reçois un certain nombre de motions des communes, des délibérations des communes qui ont été prises, et je peux vous dire qu'elles sont de tous bords politiques confondus et qu'elles commencent à être très nombreuses sur mon bureau, à la fois les communes et à la fois les intercommunalités qui demandent à ce que l'État préserve cet outil stratégique pour notre pays.
L'exigence, la possibilité de renouvellement, bon, ce que j'ai évoqué, sur la question de l'inéquité par rapport à la réciprocité. Là, je crois que c'est un réel sujet qui a été évoqué à la fois par M. Roland, à la fois par M. Ramos, sur la possibilité d'autres pays de venir exploiter un ouvrage chez nous alors qu'on ne pourra pas aller chez eux. Oui, ce sera le cas. Ce sera le cas. Un certain nombre de pays ont pris des dispositions législatives en disant, lorsque nous mettrons en concurrence, les candidats qui pourront concourir auront l'obligation d'avoir une part dans le capital de l'entreprise publique à 70%. Si on met ça aujourd'hui en France, dans les conditions, qui peut concourir? C'est évident. Il n'y en a qu'un seul. Donc, les autres l'ont fait. Donc, il faut aussi qu'on soit en capacité de préserver. Les États-Unis, M. Ramos, pourront tout à fait demain venir concourir sur notre... Parce qu'on ne va pas ouvrir à une concurrence européenne. Déjà, il faudrait que ce soit limite européen. Parce qu'on a des pays comme la Suisse, la Norvège, d'autres pays qui ne répondent pas aux directives concessions, aux directives européennes, et qui pourront évidemment concourir. Alors on me répond assez régulièrement, oui, mais EDF exploite à l'étranger. Oui, mais dans quelles conditions? Il exploite parce qu'il a construit un barrage à l'étranger, parce qu'il a investi ou parce qu'il a pris des parts dans des sociétés étrangères. Ce n'est pas du tout le même cas. Là, le cas que nous, on a à traiter aujourd'hui, c'est l'opérateur qui concourt, qui obtient l'exploitation d'un ouvrage et qui arrive sans avoir investi quoi que ce soit. Alors, il investira dans le futur, évidemment, pour l'exploitation comme tout autre, et dans la redevance qui va être fixée, mais en arrivant, rien. Donc, évidemment, on est vraiment sur un sujet d'inéquité. Sur Antoine Hertz, pour la question des découpages de l'eau, donc je vais vous donner un exemple que je connais bien, puisque c'est sur mon territoire, c'est le Drac. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages dans cette vallée. Celui du centre est proposé à la remise en concurrence, mais pas celui de l'amont, celui de l'aval. Sur les deux qui se suivent, un qui sera éventuellement géré par un opérateur autre qu'EDF et l'autre qui est géré par EDF. Il y a 2 bases nautiques sur ces 2 retenues. Ce qui veut dire que quand on vide d'un côté, on remplit de l'autre. Donc pour que la côte du lac soit accessible à navigation pour les 2 retenues, c'est quand même un sujet qui est éminemment compliqué en début de saison avec un seul opérateur. Donc demain, vous imaginez 2 opérateurs sur une même vallée qui seront sans cesse en discussion parce que quand vous maintenez une côte de lac et que vous baissez ou vous relevez le niveau de 50 cm, ça a l'air d'être rien du tout. Mais en termes d'euros trébuchants, c'est énorme. Donc ce sera sans cesse des négociations de compensation financière. À chaque fois qu'on changera une virgule dans le cahier des charges, il faudra négocier la compensation financière. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On dit à EDF, il faut la côte du lac à 680 pour 3 mois l'été. EDF s'arrange pour que ce le soit. Et enfin, EDF ou la CNR ou l'HM, en tout cas les opérateurs historiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que la cohérence de chaîne doit être indispensable. Comment on peut faire? C'est normalement lors d'une remise en concurrence ou d'un renouvellement de concession, que je préconise plutôt que la remise en concurrence, il y a une interpellation ou des enquêtes qui sont faites auprès des élus locaux qui peuvent faire remonter, dans le cadre de consultations GEDRE, qui avait été appelé comme ça à l'époque, qui peuvent faire remonter les difficultés, les exigences, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra. Sur la question de mon collègue, qui touche à mon collègue Eric Stroman, qui avait conduit cette mission pendant très longtemps, hein, Eric, sur le mandat dernier, puisque nous étions partis sur une petite mission de 3-4 mois, et puis que nous en avons finalement fait une grosse mission de 6-8 mois. Alors je sais que la question du Rhin lui tient particulièrement à cœur, parce que il s'est beaucoup investi avec moi sur ce dossier, et il avait une particularité parce que le Rhin a été reconduit juste avant, sans introduction d'une nouvelle redevance, alors que la loi aujourd'hui va l'intégrer pour les nouveaux renouvellements. Donc c'est vrai que le Rhin est un sujet qu'il faudra peut-être regarder un peu plus précisément à l'occasion justement de ces discussions plus larges.
Merci Madame Battistel. Alors on va prendre une autre question. Monsieur Potier, je vous invite à rester parce que vous allez pouvoir poser votre question. D'abord Denis Sommer pour La République En Marche, ensuite Monsieur Leclerc, Monsieur Potier et Monsieur Desmoulins. Monsieur Sommer, vous avez la parole. Oui, Madame Battistel, vous nous avez expliqué combien cette question de l'hydroélectricité était stratégique, à un moment d'ailleurs où nous avons pris un certain nombre de décisions, comme la fin de l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040, la fin, en tout cas une réduction très significative de la production électrique avec le nucléaire, et donc la question de l'hydroélectricité, dans sa dimension stratégique, apparaît dans ce contexte. Ça apparaît donc vraiment comme une question absolument essentielle. Et vous nous avez dit combien les impacts étaient forts au plan industriel, environnemental, au niveau de la gestion de l'eau, au niveau du tourisme, de la sûreté aussi du pays, etc. Et donc ma question, elle est sur le cahier des charges. Bon, il peut y avoir un débat sur la question de la mise en concurrence. J'ai plutôt le sentiment qu'on y va. Après, dans quel délai, on verra bien. Mais que la question du cahier des charges est absolument essentielle, et qu'un cahier des charges extrêmement précis, large, peut aussi permettre de garantir. Ceci dit, je ne suis pas non plus certain de ce sujet, et j'étais plutôt alerté quand vous disiez finalement qu'on a des arguments à faire valoir pour au minimum retarder de manière très significative l'échéance, et je voudrais que vous nous précisiez donc l'importance de ce cahier des charges s'il y a mise en concurrence. Merci Monsieur Sommer. Je donne la parole à Sébastien Leclerc des Républicains. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement français a engagé des démarches sur le renouvellement des concessions hydrauliques, le sujet de ce matin. La Commission européenne a mis le gouvernement français en demeure de revoir la position dominante d'EDF sur les marchés amont et aval de l'électricité. Il semblerait que l'État français, en réponse à cette mise en demeure, se soit engagé sur un premier calendrier de mise en concurrence qui porte sur la période 2017-21, une note de principe qui conduit à écarter techniquement les opérateurs historiques, et enfin la mise en œuvre de l'eau en regroupement barycentrique. Cet ensemble de mesures vise à la mise en concurrence rapide et libérée sans en mesurer les dommages collatéraux. En conséquence, comment peut-on décider de brader la production d'électricité hydraulique quand, dans le même temps, tout le monde s'accorde à dire que ces moyens de production pilotables seront essentiels pour assurer l'équilibre du mix énergétique ou du développement des énergies renouvelables intermittentes? Alors je ne sais pas si vous êtes penché sur le développement des barrages hydroélectriques. Si tel est le cas, pourriez-vous nous dire s'il y a des créations de barrages prévues en France, et aussi dans les dom-tom, et notamment qu'en est-il du projet qui devait voir le jour en Guyane? Merci Monsieur Leclerc. Je donne la parole à Dominique Potier de Nouvelle Gauche. Merci Monsieur le Président. Je voudrais dire à l'orateur précédent que c'est difficile de trouver quelqu'un de plus branché sur les barrages que Marie-Noëlle Battistel. Et je voudrais, au nom de notre groupe, la féliciter pour son combat historique sur ce point-là. Elle a fait un travail remarquable à travers sa mission, mais c'est un travail au long cours qui remonte à plusieurs années. Et j'ai envie de le dire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des parlementaires comme elle, lanceurs d'alerte, qui s'investissent sur le fond, qui travaillent, qui ne sont pas porte-parole de lobby, mais qui font un travail de fond à partir de leur territoire, et qui le portent à l'intérêt général, que notre Assemblée est belle. Alors le sujet qu'on aborde est encore plus puissant que celui du statut des autoroutes. Je me rappelle que dans la dernière mandature, c'était la plus grosse pétition parlementaire qui avait rassemblé la majorité et d'autres partis pour demander une renationalisation des autoroutes. Il me semble que le combat que vous portez à l'instant est encore plus précieux, parce qu'il pose à trois questions fondamentales pour notre époque: celle des biens communs, au niveau de l'écologie, mais également des infrastructures publiques, celle du partage des ressources, de juste partage des ressources, et puis celui de la bonne économie, tout simplement par rapport à l'économie spéculative. La bonne économie, c'est d'associer
la puissance hydroélectrique énergétique avec la capacité à réguler le tourisme, l'agriculture, la sécurité pour l'ensemble des biens. Et c'est ce que font formidablement bien les concessionnaires publics actuels. Alors moi j'ai deux questions pratiques, puisqu'on semble tous partager ce qui est dit aujourd'hui. C'est un, dans les accords politiques, quelle est la position de la majorité au-delà des élus locaux? Moi j'aimerais savoir, au-delà des questions, quelle est la position de la majorité? Est-ce qu'elle sera derrière le gouvernement pour résister à ces oiseaux de mauvais augure qui nous demandent de privatiser ce qui est très bien géré aujourd'hui? Et d'autre part, quel est l'état de votre dialogue avec le gouvernement? Merci. Merci Monsieur Potier pour cette série de questions. Je laisse la parole à Nicolas Desmoulins pour conclure. Merci Monsieur le Président. Bravo pour votre travail. Hein. Je ne suis pas du tout un spécialiste des barrages, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je vais vous demander si c'est possible un petit travail de prospective. J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas cette mise en concurrence, et je peux le comprendre. Je n'ai pas forcément d'avis pour l'instant sur ce sujet-là, mais inévitablement, je pense qu'on va peut-être y aller. Vous connaissez, comme a priori le dit Dominique, parfaitement ce dossier. Moi, j'aimerais savoir si demain il y a la concurrence, est-ce que vous pourriez y voir quand même des opportunités pour la France? Alors, a priori, j'ai vu que la société Chem était, elle, assez, comment dire, assez ouvert à cette mise en concurrence qui pourrait lui permettre de se développer. Voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir... alors je comprends votre position, mais ça c'est bien aussi de faire un peu de prospective et d'imaginer la suite avec une concurrence qui pourrait être contrôlée et derrière créer des opportunités. Merci, chers collègues. Madame Battistel, je vous cède la parole pour répondre à cette série de questions. Merci. Alors, Monsieur Sommer, évidemment, cette question est stratégique, vous l'avez dit, au moment justement où on s'engage dans la transition, on est engagé dans la transition énergétique, où on va essayer d'atteindre les objectifs de réduction de la part du nucléaire, de la montée en puissance des énergies renouvelables, et c'est quand même à ce moment-là qu'on a besoin de l'outil de stockage le plus performant, qui est l'hydroélectricité aujourd'hui en France. Donc c'est d'autant plus essentiel à cette période de pouvoir maintenir une maîtrise publique, la plus publique possible de cet outil. Alors sur le cahier des charges, évidemment, on me répond assez systématiquement, il y aura un cahier des charges, ne vous inquiétez pas, tout sera écrit, la moindre ligne, tout sera étudié. Oui, sûrement. Moi, je fais totale confiance à ceux qui vont écrire le cahier des charges. Sauf que, par exemple, il y a 75 ans, quand on a mis en place les concessions, avait-on prévu qu'il y aurait des bases nautiques sur les retenues des lacs? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, on aura forcément, dans 20 ans, qui peut savoir où on sera la ressource en eau à gérer, les débits réservés, etc. Donc on n'aura pas tout écrit, c'est pas possible de tout écrire. Alors on pourra faire des avenants, oui, à chacun des cahiers des charges. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout avenant écrit, ça sera une dépense nouvelle. Parce que les opérateurs ne sont pas des philanthropes, ce sont des entreprises qui, évidemment, travaillent pour se rémunérer et faire le maximum de profit quand même. C'est le propre d'une entreprise. Donc, on va avoir des négociations à chaque fois qu'il faudra changer quelque chose sur le cahier des charges. Donc, il va falloir le travailler le plus précisément et le plus sérieusement possible pour qu'il y ait le moins de choses à pouvoir négocier après, mais on n'en est pas du tout préservé, hein, parce qu'on voit bien que l'évolution des choses fait que aujourd'hui on dit ça, dans 10 ans on dira probablement l'inverse. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, c'est vraiment lié à la situation monopolistique que considère inacceptable la Commission européenne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au plus on va aller vers la réussite de la loi de transition et l'atteinte de nos objectifs, au moins cette situation monopolistique va exister. Je pense que si dans 10 ans ou 15 ans, je retourne à la Commission, sûrement pas, mais européenne, ils ne me tiendront absolument pas ce discours. Parce que ça aura, par exemple, sur les appels à projets des nouvelles énergies, EDF répond à 10% des projets. Ce qui veut dire que 90% des autres sont portés par des opérateurs publics. Et là, je suis totalement d'accord pour que tous les opérateurs du monde puissent postuler.
C'est pas un blocus de non à tous les autres pays. Là, ils viennent, la situation est totalement différente. Ils viennent, ils investissent en France et ils exploitent. Donc là, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, il faut qu'ils viennent et il faut qu'ils proposent leurs solutions sur tous les appels à projets. S'il y a une nouvelle installation, tout à l'heure, je crois que c'est Antoine Herz qui me... Non, je ne sais plus, qui me demandait s'il y avait de nouveaux projets en cours. Oui, il y a des réflexions sur des nouveaux projets. Si, par exemple, on décide de faire une nouvelle STEP en France, eh bien, pourquoi pas ouvrir ça à la concurrence totale ? Qui veut pour la construire et l'exploiter. Donc le sujet, il est un peu différent quand même que celui qui nous occupe aujourd'hui, où les opérateurs historiques gèrent un patrimoine national qui a été construit et payé par les Français et qui est un outil d'État qui doit relever, à mon sens, du service public. C'était Monsieur Leclerc qui me posait la question sur les créations prévues en France. Alors il y a beaucoup de dossiers dans les cartons chez chacun des opérateurs qui à peu près correspondent à 3 milliards d'euros assez rapidement déclenchables dès lors qu'on aura pris une décision de renouvellement. Il y a des projets nouveaux et des projets d'optimisation sur les ouvrages existants. Alors ça se développera pas de façon très exponentielle parce que les potentialités sont quand même assez réduites en France. Et puis, vous le savez, l'acceptabilité de nouveaux projets en matière d'hydroélectricité est quand même difficile à obtenir. Donc, on a un projet de nouvelle STEP, on a le projet Redona qui est discuté depuis un certain nombre d'années, qui pourrait voir le jour. Et celui-ci, pourquoi pas qu'il soit ouvert à tous les concurrents potentiels. Monsieur Potier, je vous remercie de la reconnaissance de ce long combat sur l'hydroélectricité, puisque certains me disent oui, c'est parce que tu es dans l'opposition que tu travailles avec ça. Absolument pas, parce que Monsieur Potier peut témoigner, et d'autres ici, que lorsque j'étais dans la majorité, j'ai combattu le gouvernement de la même façon et avec la même force égale, parce que c'était... Voilà, donc j'avais réussi à le convaincre et... oui. Donc, sur les deux questions que vous évoquez. Alors, sur les territoires, vraiment, le soutien transpartisan est évident. Partout où je vais, les élus sont rassemblés. Moi, je vois des élus de droite, de gauche, d'extrême gauche, etc., tous réunis sur ce même dossier. Ensuite, au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas encore testé par le biais d'une tribune ouverte à tous les parlementaires. Peut-être ce serait la solution d'y voir un peu plus clair, mais un certain nombre de nos collègues de la majorité se sont rapprochés de moi pour me dire, nous, on est sensible à cette question et on soutient cette démarche parce que d'abord, dans nos territoires, on est concerné, on a des retours et on est alerté sur tous les sujets que vous évoquez. Donc, on est dans cette démarche de soutien pour trouver des solutions alternatives qui soit accepté par la Commission européenne. Il n'est pas du tout question de dire on fait comme on veut, on se débrouille. Bon, certains l'ont fait. Hein. L'Italie a fait une prolongation arbitrale de 30 ans pour tous ces ouvrages. Elle est aujourd'hui en contentieux européen. Bon, elle continue à exploiter. Ça fait 10 ans ou 15 ans que ça dure. Voilà. Mais là, ce que je propose, ce n'est pas cela. C'est de discuter avec la Commission européenne pour que la loi de transition puisse s'appliquer et notamment ces prolongations pour renouvellement sous condition de travaux. Sur la discussion, l'état du dialogue avec le gouvernement, j'ai rencontré à plusieurs reprises le ministre Hulot et son cabinet. J'ai rencontré également le conseiller du président Macron à l'Élysée. Ils savent que ce sujet est un sujet... d'importance et stratégique pour notre pays. Ils ont aussi peut-être besoin de notre soutien pour qu'on les accompagne dans cette démarche. En tout cas, je leur ai dit que je serai évidemment à leur côté pour essayer de convaincre et de trouver la meilleure solution pour sortir de ce statu quo, puisque ce statu quo, vous l'avez dit à plusieurs reprises, bloque sur les territoires et ne permet pas de faire enclencher la nouvelle redevance pour les collectivités qui attendent aussi des ressources nouvelles. Donc il est important qu'on débloque assez rapide, le plus rapidement possible. Alors, sur Monsieur Desmoulins, si la remise en concurrence, est-ce que vous y voyez quelques opportunités pour la France ?
Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'opérateurs historiques français se disent pourquoi pas ne pas se répartir un petit peu la part du parc hydroélectrique français entre les opérateurs historiques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la même chose que de prolonger sous conditions de travaux ou autres. Ça ne sera pas eurocompatible, puisqu'on n'aura pas ouvert à une concurrence large, en tout cas à minima européenne. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça s'est fait par le passé, il y a eu des échanges ou des cessions d'ouvrages à d'autres opérateurs, à la l'HM et à la CNR. Ça peut s'envisager effectivement, mais ça peut s'envisager facilement que si l'État reprend la maîtrise totale de tout ça et, entre guillemets, redistribue. Parce que si on passe par des appels à concurrence, forcément, on est dans le cadre européen, voire mondial, et du coup, on risque de se retrouver avec la part de chacun des opérateurs réduite. Donc c'est le risque. Merci, on continue avec une troisième série de questions. Je vais prendre les questions de M. Barbier, de M. Di Filippo, M. Bolo et M. Stroman. Frédéric Barbier pour La République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président, et merci à ma chère collègue Marie-Noëlle Battistel pour cet excellent rapport sur tout le système hydraulique. C'est éminemment transpartisan et c'est éminemment stratégique pour notre pays. Moi, j'ai une rivière, le Doubs, qui traverse ma circonscription. Il n'y a pas de concession de barrage sur ce secteur-là. Ils sont en amont. Mais c'est stratégique pour notre agriculture, c'est stratégique pour notre tourisme, c'est stratégique pour l'alimentation en eau, c'est stratégique, je veux dire aussi pour le sport, pour les associations. Et je suis très content que tu aies remis ce rapport et j'y adhère totalement. Mais c'est stratégique aussi parce que ça touche à l'électricité. Et une électricité un peu particulière, c'est une électricité qui se stocke. J'ai fait une mission il y a quelques années en Californie. Les États-Unis ont compris effectivement le risque aujourd'hui de ne pas avoir d'accumulation, de ne pas avoir de stockage d'électricité. L'électricité aujourd'hui ne se stocke pas. Et donc, je suis totalement opposé à ce qu'on puisse effectivement confier ce stockage d'électricité à d'autres. C'est stratégique et nous devons le garder, je veux dire, au niveau... et sa gestion doit être confiée également au niveau national. Les États-Unis l'ont compris parce qu'ils savent que nous sommes dans un monde assez instable. Ils ont besoin d'électricité pour leur base navale, pour leur base aérienne. Et eux nous disaient, on va imposer à nos fournisseurs, à nos producteurs d'électricité, d'avoir au moins 10% de stockage. Quand nos collègues ont compris ça, et j'étais au Pentagone avec un général qui nous expliquait ces choses-là, et que nous, en France, nous avons un stockage d'électricité. Le seul stockage d'électricité que nous avons, ce sont nos retenues d'eau. Et alors que nous avons ce système-là en France, nous sommes prêts effectivement à le confier à d'autres. C'est assez incompréhensible. Et donc, je te le dis, Marie-Noëlle, c'est plus une remarque qu'une question. Totalement d'accord avec ton rapport. Et puis si tu envisages avec quelques autres collègues de rédiger une tribune pour sensibiliser, mais je crois qu'effectivement beaucoup sont sensibles à ce sujet, eh bien je souhaite pouvoir également y participer. C'est stratégique, ça doit rester au niveau de la gestion nationale et ne pas être confié à d'autres. Merci, chers collègues. Je donne la parole à M. Di Filippo des Républicains. Merci, Président. Bonjour, Madame Battistel. Alors, la production électrique, c'est un sujet phare des prochaines années et contrairement à toutes les hypothèses prévues dans la loi de transition énergétique qui sont assez irréalistes en termes d'objectifs, je pense que la consommation d'électricité ne baissera pas pour des raisons démographiques, pour des raisons d'évolution technologique, de voitures électriques, de tout ce que vous voulez. Et donc l'objectif, au départ, il est lié à une obligation de développer les filières d'énergie renouvelable et notamment celle de l'hydroélectricité, y compris, et on ne l'a pas trop évoqué ici, mais je le dis quand même en passant, les tout petits producteurs sur les rivières, mon collègue tout à l'heure en passera là, ou les fleuves en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais y compris des petites productions autonomes et indépendantes de petits producteurs qui ont soit des moulins, soit une rivière qui passe devant chez eux. Ça peut être multiplié par le nombre tout à fait décisif. Et la question que je souhaitais vous poser par rapport à tout ça, elle est très simple. En quoi l'évolution des choses telle qu'on l'aperçoit, c'est-à-dire une contrainte de la Commission européenne qui va nous obliger à mettre en concurrence ces conventions, pourrait entraîner, dans la stratégie du gouvernement, une augmentation des prix de production et une augmentation des prix de l'électricité pour le consommateur. Merci. Je donne la parole à Philippe Bolo du groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée,
Bravo pour cette intervention qui a le mérite d'interroger les certitudes et vraiment d'ouvrir la réflexion sur le sujet. 2 questions simples. La première concerne la première proposition que vous nous avez livrée concernant la remise en cause de ce que nous demande de faire l'Europe, en disant les travaux peuvent être un moyen de justifier une prolongation des concessions. Alors ces travaux, quels sont-ils ? Est-ce que c'est uniquement un prétexte pour dire on va prolonger, ou est-ce que c'est une vraie réalité de gestion et de terrain ? Quels sont ces travaux ? Et qui va les financer? Et si faire des travaux pour prolonger une concession, est-ce que ça ne pourrait pas avoir in fine un impact sur le coût de production des électrons venant des barrages? Et deuxième partie de ma question, l'hydroélectricité, de mon point de vue, mais vous allez me corriger si je me trompe, on doit distinguer la grande hydroélectricité et la petite hydroélectricité, donc les barrages, et puis ce qu'on va retrouver comme autre moyen de production, les moulins, les petits seuils, les hauteurs de chute inférieures. Et si on considère cet ensemble, la grande et la petite hydroélectricité, là on a un panel d'acteurs et d'opérateurs qui, de mon point de vue, remet en cause la position dominante d'EDF dans la gestion de l'électricité hydroélectrique. Merci. Merci Monsieur Bollot. On termine cette série de questions avec la question d'Éric Stroman pour les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, on a fait un rapport ensemble sur ce sujet lors de la dernière mandature. Lorsque j'ai été désigné, j'étais plutôt favorable à la privatisation. En tout cas au fait de transférer sur le marché ces concessions hydro. Et puis en allant voir nos barrages, en allant voir sur place, je me suis rendu compte que en fait c'est un bien national qui a été parfaitement entretenu depuis 30 ans, 50 ans. Voire plus, que ces concessions sont de véritables machines à cash aussi, hein, avec des marges tout à fait extraordinaires. Que c'est un élément de notre souveraineté nationale et qu'il y a aussi, comme ça a été rappelé, un intérêt stratégique à conserver ce type de production sous le contrôle direct des pouvoirs publics, de l'État, ou voire éventuellement des collectivités locales. Alors je ne sais pas comment notre débat va s'achever, puisque j'ai entendu en introduction notre collègue En Marche qui est favorable à cette mise en concurrence. Donc j'ai l'impression que la messe est dite, comme souvent ces derniers mois. En tout cas, on va s'y opposer. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, EDF est en grande difficulté financière, que le premier bénéficiaire de ces concessions, c'est EDF lui-même. On va ôter à EDF des marges financières. Et qu'est-ce qui va payer en fin de compte? C'est l'État derrière, hein. On va nous fermer la centrale de Fessenheim. Bon, voilà, l'État c'est nous. On va fermer la centrale de Fessenheim. Manque à gagner pour EDF 400-500 millions d'euros par an. À peu près 1 milliard d'indemnités à trouver. Et je pense que c'est vraiment faire un mauvais calcul que de lâcher ça. Les Italiens ne l'ont pas fait. On souhaite toujours donner le bon exemple au niveau européen. Je pense que vraiment ici, on est dans le domaine de la souveraineté et de l'indépendance énergétique. Alors sur la question alsacienne, je reviens très rapidement dessus. Il y a une différence de traitement entre l'Alsace et le reste de la France. En Alsace, on a des barrages sur le Rhin dont la production revient de droit à la France du fait du traité de Versailles, 1918. Et lorsque je compare le Rhin et le Rhône, dans le Rhône, les collectivités locales touchent à peu près 200 millions d'euros par an de redevances de la part de la concession de la Compagnie nationale du Rhône, et en Alsace 0 €. Il y a quand même une rupture d'égalité sur le territoire national. Et s'il y a un point sur lequel je suis d'accord, si on met en concurrence, mettons en concurrence les nouveaux projets. Et j'ai un projet, si vous voulez, je termine 3 secondes. On a une belle steppe, et Jacques Catin est en face de moi, sur le lac Blanc, lac Noir. S'il y a des opérateurs européens qui souhaitent investir, il y a des possibilités chez nous. Merci. Merci Madame Battistel, vous avez la parole. Merci Monsieur Barbier pour votre soutien. Vous connaissez évidemment mon engagement pour avoir siégé à mes côtés dans la commission des affaires économiques sous le précédent mandat. Donc je crois que vos interventions n'appelaient pas de réponse particulière, mais abondaient dans tout ce que j'avais présenté tout à l'heure, notamment cette vigilance et cette opposition à la mise en concurrence pour l'intérêt stratégique et la souveraineté de notre pays. Monsieur Di Filippo, vous m'interrogiez sur l'évolution des prix liés à la mise en concurrence.
Donc pourquoi dans mon rapport je dis qu'il y aura augmentation inévitable du prix? Parce que si on évoque le sujet que je proposais, auquel je faisais référence tout à l'heure, sur la désoptimisation des chaînes hydroélectriques. Dès lors qu'on aura une succession d'opérateurs sur une même chaîne hydro, il y aura forcément des optimisations, parce que quand il y a des maintenances à faire, ne serait-ce que les questions de maintenance, vous savez en anticipation que vous allez devoir vider une retenue ou devoir la réduire. Donc sur la retenue suivante, vous faites en sorte d'avoir prévu, d'accumuler l'eau, etc. Et pour avoir une production étale et qui ne subisse pas les dents de scie, quand vous aurez plusieurs opérateurs, il n'est pas obligé de vous prévenir quand il va faire sa maintenance. Donc vous devrez sans cesse vous adapter à l'autre. Et l'autre devra s'adapter à vous également. Hein. Et s'ils se parlent, parce que j'espère qu'ils se parleront quand même, ça sera aussi des échanges monétaires. Parce que l'opérateur en amont, qui aura envie, qui aura besoin de vider sa retenue ou de la faire justement évoluer en positive, demandera à l'autre opérateur lui demandera une compensation financière. Et tout ça, ça se répercute inévitablement sur le coût de revient de l'électricité, donc les tarifs réguliers, donc le prix aux consommateurs. Donc ça, c'est un exemple. Après, l'autre exemple que je posais tout à l'heure, quand dans les cahiers des charges, on n'aura pas écrit, ou on aura, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas lieu de l'écrire, qu'il faudra amender, qu'il faudra faire un avenant, cet avenant sera évidemment signé des deux parties avec des compensations financières. Et qui est-ce qui, ensuite, sur qui se répercutent ces compensations financières? Évidemment, sur le consommateur. Alors, Monsieur Boulot, sur la prolongation des travaux qui répondent à un besoin. Oui, alors, il y a un certain nombre de projets qui répondent évidemment à un besoin. On ne va pas faire un ouvrage pour faire un ouvrage et pour prolonger justement les concessions. Donc, par exemple, je vous donne un exemple assez rapide. Dans la vallée de la Romanche, il y a actuellement le plus gros projet en cours d'hydroélectricité. C'est un ouvrage qui remplace 7 ouvrages successifs qui étaient à EDF. Il a obtenu juste avant ces décisions une prolongation sous condition de travaux, prolongation de 30 ans. Les travaux, c'est 500 millions d'euros. Donc que EDF paye, l'opérateur le paye, ce n'est pas l'État qui va le payer. Et la compensation financière et l'amortissement pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur le coût de production, c'est l'allongement de la durée de concession. Et cet ouvrage, in fine, va permettre 30% de production supplémentaire. Donc il y a aussi le gain de production qui est compensé, qui compense les amortissements de cet énorme chantier, parce que 500 millions, c'est quand même pas rien. Il y a d'autres projets comme ça d'optimisation qui sont possibles, et c'est sur ces projets-là qu'il faut absolument obtenir les autorisations de prolongation sous condition de travaux, parce que ça peut démarrer très très vite. Et dès lors que ça démarre, il y a un renouvellement de concession et il y a l'attribution de la nouvelle redevance dont on parle plusieurs fois, qui fait... Mais mon collègue Eric Stroman, qui n'est pas en cours de renouvellement sur le Rhin, c'est un autre sujet qu'il faudra peut-être travailler, mais pas dans le même cadre que celui-ci, parce que la loi de transition a introduit cette nouvelle redevance pour les collectivités. Donc c'est des chantiers, c'est donc de l'emploi derrière. Et puis, c'est de l'optimisation énergétique et c'est le versement d'une nouvelle redevance. Donc, je pense qu'il n'y a que des bénéfices à ce qu'on prolonge rapidement sous condition de travaux. Pour répondre à mon collègue Stroman, à qui j'ai déjà répondu en partie, c'est vrai, je confirme, au début du travail que nous avons conduit, il était plutôt partant pour la mise en concurrence et il trouvait que pourquoi pas. Et puis, au fil des semaines... il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la meilleure solution. Et à la fin, nous étions d'accord tous les deux sur les propositions que nous avons évidemment produites. Et en considérant que ce bien national et ces biens communs qui sont l'eau et l'énergie étaient éminemment stratégiques et ne devaient pas relever du service marchand. Merci Madame Battistel. Je vais donner la parole à Monsieur Brunel, puis Madame Aignan, Monsieur Évrard, Monsieur Cellier et Monsieur Ruffin. Monsieur Brunel pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président.
Moi, je vais intervenir pour partager le rapport de Madame la députée. Je ne connaissais pas son engagement et maintenant je le comprends. Moi, je suis d'accord avec vous. Puis effectivement, la commission économique, par ce rapport, remet à l'ordre du jour ou une nouvelle fois la question de la mise en concurrence. Vous l'avez dit, les barrages hydroélectriques sont importants, sont un enjeu concernant l'environnement, l'énergétique, mais aussi le tourisme. Vous avez parlé aussi également du tourisme, notamment tout à l'heure. Et moi, il me semble important qu'on réfléchisse notamment parce que c'est aussi, comme l'a dit tout à l'heure un de mes collègues, c'est aussi un des seuls barrages où on peut stocker. Voilà, l'eau, quand on a besoin d'électricité, c'est comme ça, puisque l'électricité ne se stocke pas. Et quand il y a un besoin énergétique, c'est tout de suite au barrage qu'on fait appel, parce que c'est là qu'ils fabriquent le plus facilement d'électricité. Alors, la question, j'en ai pas forcément, simplement dire que moi, je suis pour garder ce patrimoine énergétique important pour notre pays. Je suis pour que la cohérence énergétique, mais en même temps, je suis très sensible à ce que vous avez dit concernant le service public de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'or de demain, tout le monde le dit, et donc c'est important aussi qu'on préserve notre patrimoine à ce niveau-là. Et simplement, moi, je souhaiterais dire aussi que la concurrence, si c'est la privatisation, c'est le droit de péage, obligatoirement. Il y aura un droit de péage quand on aura besoin d'électricité, il y aura un droit de péage quand ce sera au niveau touristique, il y aura voilà, à chaque fois, et on ne sait pas quand on va payer. Donc c'est un peu ça qui est compliqué. Donc gardons nos outils performants à ce niveau-là. Et moi, je souhaiterais que dans notre diversité, on l'a dit tout à l'heure, dans nos interrogations, eh ben, qu'on ait tous cette volonté de préserver notre bien commun. Merci, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Christine Aignan de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Battistel, pour votre travail. Effectivement, l'eau, l'électricité, ce sont des biens communs sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur la mise en concurrence, mais je voudrais réagir à ce qui a été dit sur les investissements étrangers. C'est un sujet qui est plus vaste, sur lequel les gouvernements précédents et celui-ci se penchent, puisque le décret Montebourg va être renforcé, mais également donc nos collègues qui ont fait un rapport sur l'industrie et donc les investissements étrangers ont pour conclusion que le Parlement doit avoir un droit de regard sur ce sujet. Le ministère de l'économie est d'accord pour aller dans ce sens, donc je pense que ce sera aussi à nous, parlementaires, à regarder ces dossiers et à nous exprimer, à faire un suivi. Je pense que c'est très important. Il faut être acteur et pas simplement les regarder. Voilà. Merci Madame Aignan. La parole est à Monsieur Évrard pour les non-inscrits. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Battistel, vous nous avez présenté un rapport avec des incidences multiples, notamment l'insistance auprès des retombées locales que pose l'exploitation hydroélectrique. Mais je partage également l'avis qui a été à plusieurs reprises souligné ici, à savoir que l'électricité n'étant pas stockable, et comme on se sépare des centrales thermiques et des centrales à charbon, les barrages hydroélectriques font partie de cet outil qui permet que quand les besoins en électricité sont importants ou moins importants, de réguler davantage dans une vision globale de l'exploitation de l'électricité sur le territoire national, les besoins des gens. Donc ces besoins, c'est la garantie qu'effectivement il y aura la possibilité de répondre de façon équitable au travers d'un service public à l'intérêt général et donc aux contribuables. L'autre aspect des choses, c'est que cette mise en concurrence va entraîner obligatoirement l'augmentation des prix. Or, à l'heure actuelle, le fait que nous avons la maîtrise énergétique sur notre territoire national nous permet, en comparaison, d'avoir des prix électriques de l'électricité de 30% inférieurs à ceux de l'Allemagne. Demain, je ne crois pas qu'avec la concurrence, cette équité qui permet justement de faire bénéficier à l'ensemble de notre population d'une utilisation électrique au moindre coût puisse être garantie.
Autre aspect, il me semble, mais ça vous pouvez me confirmer mieux que moi cette remarque, qu'au niveau du développement hydroélectrique, nous arrivons presque au point culminant. Nous ne pouvons pas continuer à développer les barrages en veux-tu, en voilà. Donc voilà, moi il me semble que de ce point de vue, il faut garder notre souveraineté nationale et ne pas accepter les directives européennes qui remettent en cause la possibilité du service public, de l'équité des contribuables devant le besoin énergétique. Merci Monsieur Évrard. Je vais donner la parole à Anthony Célier, La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Madame Battistel, merci pour votre rapport et le travail que vous avez fourni. Je crois que le constat a fait consensus sur le fait que les barrages hydroélectriques font partie de la politique énergétique de notre pays, font partie de la trajectoire bas carbone de notre énergie. Mais le constat aussi du vieillissement des installations est grandement partagé. D'où l'importance d'investissement sur ces barrages. J'ai sur ma circonscription un barrage, celui de la CNR. On peut remarquer que les opérateurs investissent encore, puisque j'ai inauguré il y a quelques semaines une passe à poissons, exactement, qui permet quand même de cette continuité de migration des poissons migrateurs. Donc il y a une véritable volonté de la part de ces opérateurs à encore investir sur ces barrages. Mais moi, il y a quelque chose qui me heurte depuis tout à l'heure, c'est que est-ce que vous ne craignez pas qu'en mettant le doigt dans une procédure, alors qu'on est en train de négocier avec l'Europe, on est en train de mettre en place, je l'espère, une issue favorable à cette situation qui n'a que trop duré, est-ce que vous ne craignez pas qu'on perde encore plus de temps à avoir une position telle que vous la préconisez? Et puis je rappellerai pour M. Potier qui n'est plus là, mais qu'il n'est pas question de privatisation de nos concessions. Et il n'est pas question non plus de toucher, je sais que vous en ferez l'écho, au statut des personnels qui sont aujourd'hui embauchés sur ces barrages. Je vous remercie. Merci Monsieur Célier. Je donne la parole à François Ruffin de la France Insoumise. Oui, je ne vais pas faire semblant, pour moi c'est un dossier qui est nouveau, que je découvre. J'ai un ami, Philippe André, que je crois que vous avez reçu lors des auditions, qui est de Sud Énergie à EDF, qui m'a envoyé un long document que je n'ai pas lu sur la question des barrages. Donc je le découvre avec vous. Et ce que je comprends, c'est que ces barrages ont été construits par l'État, géré par EDF, par une entreprise publique. J'ai regardé sur Internet rapidement, sur Wikipédia, en gros, massivement depuis l'après-guerre, donc depuis des décennies d'investissement, et qu'aujourd'hui, il s'agit d'en privatiser un certain nombre, et qu'il y a une mise en demeure de l'Union européenne qui date sur cette question. Le premier point, c'est que quand on se trouve à l'Assemblée nationale, c'est un bon lieu d'observation de ce qu'on savait théoriquement et qu'on découvre en pratique, c'est-à-dire le nombre de textes de loi où on vous dit c'est l'Union européenne. On l'a vu, je l'ai vu moi sur le secret des affaires de manière précise, on le voit, et je trouve que c'est un dossier qui est proche de celui-ci sur la SNCF, puisque c'est encore un réseau finalement où on pourrait se dire qu'il pourrait être logique qu'il y ait un acteur unique sur ce réseau et qui est lui aussi à qui l'Europe demande la concurrence, et je dirais sur le dossier dont on sort l'agriculture, où quand on veut mettre en place des mesures un peu fortes, genre des prix planchers, on nous répond c'est pas possible, l'Europe exige la concurrence. Donc ma première question, ça serait de savoir, elle est pour vous, elle est de dire est-ce que ce que vous recommandez, c'est bien une forme de désobéissance? C'est ce que j'entends, c'est ce que je crois entendre. Et je trouve que c'est une perspective extrêmement intéressante. Moi, c'est ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit sur un certain nombre de dossiers. Non pas rupture forcément avec les traités, mais y aller dans la désobéissance. Je ne sais pas si c'est la position que vous recommandez. Et la deuxième question, elle est sur la tonalité de ce que j'entends dans le groupe En Marche. Je n'entends pas revendiquer la privatisation avec force. On a l'impression qu'elle va se faire,
comme une espèce de fatalité, une force qui nous pousserait dans le dos, mais on ne nous en présente pas aujourd'hui les points positifs. On ne nous dit pas que voilà, l'intérêt général, c'est d'aller vers la privatisation. On a l'impression que c'est on est dans un espèce de malgré nous. Et le dernier point, merci de conclure, oui, chers collègues. Dernier point plus humoristique, puisqu'on parle d'eau, il avait été convenu en commission des affaires économiques qu'on abandonnait les bouteilles en plastique et les gobelets en plastique pour aller vers des carafes d'eau ou des bonbonnes. Et donc je voudrais savoir où en est ce grand projet. Madame Battistel, si vous me permettez, je vais répondre à la dernière question d'une grande importance. C'est un sujet en discussion avec la Questure. Apparemment, des travaux vont être nécessaires, donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines, peut-être, prochains mois. Mais en tout cas, ça a été pris en compte. Madame Battistel, vous avez la parole pour répondre à cette question. Oui, beaucoup de questions qui recoupent les précédentes et qui n'appellent pas forcément de réponse, mais peut-être quelques compléments d'information. Donc moi, je souhaitais plus particulièrement m'attarder sur l'intervention de Madame Hénin sur les investissements étrangers. Aignan. Excusez-moi. Oui, je souhaitais m'attarder un petit peu sur votre intervention concernant les investissements étrangers et le droit de regard du Parlement qui a été évoqué dans les rapports précédents. Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet-là et sur d'autres. Il doit effectivement avoir un débat parlementaire avant d'engager notre pays dans ce type de décision. Et surtout, cette décision, si elle m'a surprise, c'est qu'elle s'est produite quelques semaines avant l'ouverture du débat national public sur la PPE. Et je crois que c'est vraiment un sujet central dans le cadre de ces débats, puisque la PPE, c'est la programmation pluriannuelle sur les 10 prochaines années qui va définir la stratégie politique de notre pays. Et donc, prendre ce type de décision en amont de ces débats et des conclusions de ce débat me paraissait pas du tout opportun. Et d'où ma surprise et mon agacement, pour pas dire davantage. Donc je suis d'accord avec vous et je souhaiterais évidemment qu'il y ait un débat parlementaire autour de ce sujet et sur d'autres enjeux stratégiques lorsque l'actualité le nécessitera. Monsieur Évrard, oui, l'augmentation du prix. Vous considérez, comme moi, je pense que la concurrence ne fera pas baisser les prix sur ce domaine-là. Donc on nous dit à la Commission européenne... c'est un petit peu un schéma automatique, c'est mise en concurrence, baisse des prix. Il n'y a pas d'autre discours. Sauf qu'on ne nous prouve pas comment le prix va baisser demain sur l'électricité en mettant en concurrence. Et ça, je souhaiterais qu'avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, on puisse nous donner des éléments de preuve que le prix baissera, ce qui, à mon avis, n'est pas possible à fournir, parce que le prix ne baissera pas. Aujourd'hui, on a un système intégré en France qui nous permet d'avoir ces tarifs bas. On est bien plus bas que l'Allemagne, mais pourquoi? Parce qu'on a une entreprise quasi publique qui a tous les domaines de production et qui mutualise un certain nombre de choses, notamment son pôle d'ingénierie, dont on ne parle pas assez souvent, mais qui a une compétence remarquable, qui est reconnue dans le monde entier, et qui est en danger si EDF venait à perdre un certain nombre de ses ouvrages, parce que la maille ne sera pas suffisante pour garder cette ingénierie disponible. Donc, pour cela, je pense que le prix ne baissera pas, mais je ne demande qu'à voir les démonstrations contraires qu'on pourrait me proposer. Sur le développement de l'hydroélectricité, évidemment qu'on ne va pas construire autant d'ouvrages qu'on en a aujourd'hui en France. On a un certain nombre de projets quand même qui vont permettre de développer l'hydroélectricité, mais je pense qu'il faut s'attacher surtout à l'optimisation des ouvrages existants. Il y a un certain nombre d'ouvrages existants qui pourraient être optimisés. Vous savez, quand on relève un tout petit peu la retenue, on gagne tout de suite beaucoup de potentialité de turbinage et donc de production. Alors je ne sais plus quel est le collègue qui disait tout à l'heure, et je n'ai pas répondu à sa question sur la petite hydro, en disant est-ce que l'ajout de tous les petits producteurs d'hydroélectricité
Voilà, Monsieur Bollot, permet de faire diminuer la situation monopolistique d'EDF. Non, pas du tout, parce que toutes les productions bout à bout sont essentielles, hein, elles sont extrêmement importantes pour nous, mais ne sont pas du tout dans les mêmes échelles de masse, donc c'est assez marginal. Monsieur Sellier, sur le consensus sur la situation un peu stratégique de l'hydroélectricité en France, oui, c'est vrai que ce matin, il s'est retrouvé quasiment unanimement et que je crois qu'ici, tout le monde a une réelle conscience de cet enjeu stratégique. Ensuite, vous me dites, est-ce que vous ne craignez pas que ces négociations encore remises sur la table freinent encore le dispositif et empêchent finalement les développements ? C'est pourquoi je préconise, pendant qu'on continue à discuter, de lancer les renouvellements pour les prolongations sous condition de travaux. Ça, il y a au moins 3 ou 4 dossiers en France qui sont déclenchables très rapidement. Il faut convaincre la Commission européenne de la nécessité de ces travaux d'optimisation sur cet outil stratégique qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la transition énergétique, sont nécessaires, et pouvoir les déclencher le plus rapidement possible, ce qui permettra de continuer à négocier et de ne pas perdre ce temps que vous notez. Sur l'investissement de la CNR, oui, je connais bien la CNR pour y avoir été plusieurs fois et pour suivre évidemment tout leur chantier. La CNR, comme les autres opérateurs, participe de l'aménagement du territoire aussi. C'est pas que la production. Alors la CNR, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi la navigation dans sa concession. Mais les aménagements que font les opérateurs ne sont pas forcément que liés à la production d'électricité, mais aussi à l'aménagement du territoire, ce qui est encore plus stratégique sur nos territoires. Monsieur Ruffin, l'exigence de la Commission européenne. Alors, l'exigence de la Commission européenne, en fait, elle repose vraiment sur une chose, c'est la situation monopolistique d'EDF. C'est vraiment ça qui la guide. Et moi, la surprise que j'ai eue quand je me suis rendue dans les 3 directions générales, on les a eues successivement. Et à la fin, je leur ai dit, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous êtes chacun dans votre tuyau. Donc la DG Comp ne s'occupe que de la concurrence et de la situation monopolistique d'EDF. La DG Énergie tente de faire l'Europe de l'énergie. Et la DG Gros s'occupe de l'application de la directive concession. Mais ils ne se parlent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne se parlent pas. Ils sont chacun dans leur tube d'orgue et ils avancent sur ça. Et l'hydroélectricité relève d'une stratégie globale et transversale. Donc c'est pas possible que ce soit géré de manière sectionnée comme cela. Donc la position dominante d'EDF, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je considère qu'aujourd'hui, elle est contestable, plus contestable qu'elle ne l'était il y a 4 ou 5 ans et qu'elle le sera totalement dans 10 ans. Parce que tous les développements autour des productions et des nouveaux projets font que EDF ne sera plus l'opérateur aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur les nouveaux projets, effectivement, il faut que des opérateurs puissent concourir. Il n'y a pas de problème à cela. Sur la forme de désobéissance. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Mais si on nous pousse à ça, je pense qu'in fine, il faut pouvoir le faire. Moi, je suis plus à trouver aujourd'hui des solutions qui sont eurocompatibles, parce qu'on met souvent sur le dos de l'Europe, c'est l'Europe, mais c'est pas que l'Europe. L'Europe ne nous demande pas, par exemple, de ne pas appliquer la cohérence de chaînes hydroélectriques. Ils sont plutôt très favorables à cela. L'Europe ne nous dit pas il faut que dans les appels d'offres, il y ait sur les 3 lots, seulement 2 qui sont attribués à un même opérateur. Ce n'est pas une demande de l'Europe, ça. Donc il faut aussi que la France puisse assumer ce combat, hein, parce que je pense que c'est un réel combat qui est commencé depuis de nombreuses années et qui s'est déroulé tout au long du mandat dernier. Donc il faut
Alors quand je disais désobéir, c'est peut-être un mot que j'ai utilisé dans la fin de mon intervention qui vous a appelé à ça, mais moi je serais prête in fine à désobéir si on n'arrive pas à obtenir gain de cause de cette situation. Et ce n'est pas mon habitude, n'est-ce pas, Monsieur Potier? Merci Madame Battistel. Dernière série de questions. Donc on aura Jean-Charles Colas-Roy, ensuite Monsieur Laglaise, Monsieur Daniel et Madame Brunet. Je donne la parole à Jean-Charles Colas-Roy pour la réponse. Merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le travail effectué par ma collègue iséroise Marie-Noëlle Battistel. Et à Grenoble, berceau de la houille blanche de l'hydroélectricité, vous le savez, ce sujet nous est cher. Je voudrais rappeler aussi que l'ouverture à la concurrence sur l'exploitation, ça ne signifie en rien la privatisation des barrages français ou la perte de cette quantité d'électricité hydraulique. Donc, dans le débat, je pense que ça ne sert à rien de se faire peur avec des grands mots, alors même qu'on parle d'un sujet qui est complexe. Mais je ne parle pas là je parlais dans le débat, donc dans les questions, dans les interventions des différents collègues députés, mais pas dans vos propos, Madame Battistel. J'avais une question sur la désoptimisation en cas de multiplication des exploitants. C'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, déjà, il y a plusieurs exploitants. Du coup, est-ce que vous avez quantifié précisément les conséquences et l'impact sur le prix de cette désoptimisation dont vous parlez, et en fonction aussi du nombre d'exploitants? Est-ce que 3, 4, 5 exploitants ou 10 exploitants, est-ce que vous avez réussi à le quantifier, même si je conçois bien que cette estimation est peut-être complexe? Et puis, en cas d'ouverture à la concurrence sur l'exploitation, vous avez parlé d'un opérateur de gestion, de contrôle, de supervision qui serait à mettre en place ou du moins à densifier. Est-ce que vous avez là aussi quantifié la taille de cet opérateur et les prérogatives nouvelles qui devraient être les siennes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Luc Laglaise du groupe Modem. Merci Monsieur le Président, merci d'abord à Marie-Noëlle Battistel pour son rapport particulièrement intéressant. Je suis élu d'Occitanie et l'Occitanie est une région qui est extrêmement productrice, et notamment les Pyrénées, parce que notre collègue précédent parlait des Alpes, mais les Pyrénées dont je suis issu sont un apporteur important. Merci pour nous avoir également éclairé sur le fait que les barrages hydroélectriques ne sont pas que des barrages hydroélectriques. Ils ont également cette régulation autour des berges, l'utilisation des plages, l'utilisation du plan d'eau pour du canotage éventuellement, l'utilisation de l'eau pour l'agriculture, enfin tout un tas d'éléments actuels et peut-être futurs qui sont probablement difficiles à écrire dans une concession. En tout cas dans une concession révisable et facilement révisable. Donc sur ce sujet-là, effectivement, merci de nous avoir ouvert l'esprit et de nous avoir montré à quel point cette ouverture à la concurrence que nous demande l'Europe peut être problématique. Et donc ma question est relative à cela. Si l'Europe nous demande d'ouvrir à la concurrence, il ne demande pas uniquement à la France, il l'a demandé à tous les pays d'Europe. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe ailleurs ? Comment ont-ils vécu, ont-ils appliqué ou n'ont-ils pas appliqué cette ouverture à la concurrence? Merci. Merci. Je donne la parole à Yves Daniel de La République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président. Ma chère collègue, félicitations pour ce travail. D'abord, même si je suis arrivé en cours de présentation. À un moment donné, vous avez évoqué la gestion hydraulique sur les cours d'eau et particulièrement la cohérence dans l'exploitation de cette gestion de succession des ouvrages. Et ma question sur ce sujet, c'est de savoir comment vous vous êtes référé à ce qui existait autrefois, puisque je suis dans un département, Loire-Atlantique, qui est le deuxième département en eau, avec de nombreux petits cours d'eau et petites rivières, de nombreux moulins, et avec un règlement d'eau intelligent qui avait été mis en œuvre il y a très longtemps, on peut parler de siècles même, pour optimiser la gestion intelligente des volumes successifs.
Et donc, je voulais savoir comment vous vous étiez appuyé sur ces références. Et puis enfin, vous avez évoqué également la question des mini-centrales hydroélectriques. Je voulais savoir si, même si votre rapport est plus sur les concessions hydroélectriques, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à intégrer beaucoup plus fortement cette question et ce potentiel dans le panel des énergies renouvelables, en plus de l'éolien, du solaire, etc. Merci. Merci Monsieur Daniel. Dernière question de Anne-France Brunet, La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Madame Battistel, l'avis du CESE, comment accélérer la transition énergétique, indique pour l'hydroélectricité que les objectifs de la PPE ne sont pas faciles car le taux d'équipement est fort. Il indique alors qu'une modernisation des équipements hydroélectriques français est nécessaire. L'ouverture à la concurrence des régimes de concession ne peut-il pas participer à cette modernisation? Merci. Merci Madame Battistel. Vous avez la parole et puis vous pourrez conclure. Merci beaucoup. Alors, pour réponse à mon collègue Colaroy, évidemment, nous sommes tous les deux isérois et ce sujet est extrêmement sensible. Donc l'ouverture, alors je précise que dans mes propos, mais il l'a corrigé, je n'ai pas utilisé le vocabulaire de libéralisation et j'ai même précisé dans une partie de mon intervention que la propriété des ouvrages resterait à l'État et que du coup la sécurité et toutes les questions annexes relèveraient de l'exploitant et c'est pour ça que j'avais émis l'hypothèse de la nécessité d'organiser un service dédié pour le contrôle des installations qui sera rendu nécessaire puisqu'aujourd'hui, vous le savez, qu'il y a un contrôle au sein d'EDF qui ensuite est contrôlé, mais en tout cas, c'est un contrôle interne qui est opéré. Sur l'ouverture à l'aval, votre intervention m'a fait penser que je n'avais pas parlé suffisamment peut-être de la question de l'ouverture du marché de détail. Aujourd'hui, on a une production qui est fermée à la concurrence, globalement fermée à la concurrence. Par contre, on a ouvert le marché de détail, ce qui fait que la concurrence de l'aval est opérante et permet justement d'avoir une mise en concurrence de l'aval sans pour autant avoir eu l'obligation d'ouvrir la production et le marché de l'amont. Donc on voit bien que quand même on peut y parvenir, pas suffisamment sûrement, mais on peut encore progresser en ce sens et c'est pour ça qu'on avait aussi proposé un système d'arène hydroélectrique, c'est-à-dire que les producteurs seraient obligés de réserver une part de leur production au prix soit de revient, soit que l'on définira, à tous les opérateurs étrangers qui le souhaitent. C'est-à-dire que la concurrence de tous les opérateurs pourrait venir se fournir sur le marché français sans pour autant l'exploiter. Donc ça, c'est une solution qui, pour moi, reste une solution intéressante de mise sur le marché de ce volume productible lié à l'hydroélectricité. Donc l'impact sur la désoptimisation du prix et l'estimation de cet impact. Donc on n'a pas quelque chose de très précis aujourd'hui. On a décliné dans le rapport précédent un certain nombre de critères et d'observations qui nous montrent qu'il y aura un impact sur le prix. Il faudrait évidemment une étude d'impact que je rêverais de conduire d'ailleurs sur ce sujet primordial aussi, parce que c'est quand même un volet important qui pourra nous montrer que toute mise en concurrence n'induit pas forcément une baisse des prix. En tout cas, je pense que ce serait la conclusion, mais je peux me tromper. Et on ne peut pas le faire aussi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'état de ce qui pourrait être mis en concurrence. Et si on met en concurrence un ouvrage isolé, ça n'a pas du tout le même impact que si on met en concurrence un ouvrage au milieu d'une chaîne hydroélectrique et qui désoptimisera l'ensemble. Alors que sur un ouvrage isolé, c'est un peu différent. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre précisément à votre question sur ce sujet.
Monsieur Laglaise, donc merci pour vos propos. Oui, j'ai souhaité insister sur cette question de regard que l'on a, parce que trop souvent, quand on parle d'hydroélectricité, on a le regard production, mais on n'a pas le regard l'autre, gestion de la ressource, gestion des usages de l'eau, la question des crues, puisque les barrages sont aussi écréteurs de crues, pas uniquement eux, mais en tout cas contribuent à cela et font également de la prévention. Donc je crois que c'est extrêmement important qu'on axe notre décision sur ce sujet, pas que sur la valeur production, mais aussi sur le bien commun qui est l'eau et tous ces usages qui vont avec. Yves Daniel, les microcentrales, alors c'est déjà le cas, hein, c'est déjà pris dans la part globale des énergies. Quand on dit il y a 10 à 12% d'hydroélectricité en France, il y a la part de la petite hydro qui est déjà incluse. La deuxième question, c'était, excusez-moi, je me souviens plus de la première. Oui, c'est l'optimisation d'une chaîne. Ah oui, sur les petites hydros, sur la petite hydro là. C'est sur la petite hydro. Donc, oui, les moulins étaient plutôt sur la petite hydro. Donc, c'est effectivement un sujet qui est un peu en marge de ce rapport qui concerne effectivement la grosse hydroélectricité, mais qui a un enjeu également important parce qu'une section de petite production permet finalement d'augmenter l'ensemble du parc hydroélectrique. Madame Bonnet, alors l'avis du CESE qui dit que cet objectif n'est pas facile à atteindre parce que les investissements sont très importants, oui. Il y a des investissements importants à faire, je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment sur l'optimisation, puisque les nouveaux chantiers, il n'y en aura pas des dizaines en France. Donc, votre question, si je l'ai bien comprise, est-ce que la mise en concurrence n'est pas une opportunité pour permettre cette modernisation ? Peut-être, mais elle n'est pas une nécessité pour permettre cette modernisation, puisque on a vu que si on engageait les renouvellements pour conditions de travaux avec les opérateurs existants, on aurait aussi rapidement de la modernisation et de l'investissement réalisé sur les territoires. Donc ça peut, mais ce n'est pas une condition nécessaire. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ah oui, comment ça se passe ailleurs en Europe ? Très important. Ça, on touche à la question de la réciprocité. Alors, on est dans une demande d'ouverture à la concurrence, mais qui n'est pas limitée au périmètre européen. Alors, je vais tout de suite parler de ceux qui ne sont pas dans ceux qui ne sont pas dans l'Europe, c'est-à-dire qui ne répondent à aucune des exigences de l'Europe. Donc, ceux-là, pour moi, ne peuvent pas ou ne doivent pas pouvoir venir concourir chez nous. Par exemple, j'adore Hydro-Québec, qui est une magnifique entreprise avec des ouvrages qui font rêver en hydroélectricité. C'est une entreprise qui est 100% publique, qui peut très bien demain venir postuler en France. Mais nous, on ne pourra pas y aller postuler au Canada. Les pays européens, après c'est un autre sujet au niveau européen. Alors tous ne sont pas logés à la même enseigne parce que tous n'ont pas le même régime. Il y a le régime d'autorisation et le régime concessif. Donc nous, en France, on est majoritairement sur le régime concessif, sauf pour les petites installations où on est sur un régime d'autorisation. Mais dans d'autres pays, les régimes d'autorisation sont aussi la règle pour les gros ouvrages. Donc là, le sujet est totalement différent, puisque sous régime d'autorisation, l'ouvrage appartient à l'exploitant. Et il demande une reconduction de son autorisation au fil du temps, qui lui est d'ailleurs accordée. D'autres pays ont un régime mixte, des régimes d'autorisation et des régimes concessifs. Donc l'Allemagne, par exemple, elle peut décider, il y a aussi les pays qui ont une gestion fédérale et une gestion nationale. Donc les Länder en Allemagne peuvent décider soit du renouvellement de la concession, si le concessionnaire en fait la demande, soit d'une mise aux enchères de cette concession. Donc en fait, c'est deux objets différents. Donc nous, si c'était le cas en France, je pense qu'aucun des opérateurs historiques aujourd'hui ne renoncerait à demander la prolongation. Donc on n'aurait pas cette mise aux enchères, entre guillemets, qui serait faite.
Sur l'Espagne, on a aussi des installations mixtes, un régime mixte. Et par contre, sur l'Italie, on a à peu près le régime identique à la France. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une reconduction qui a été prévue, je vous ai peut-être dit plusieurs années, mais là c'était 10 ans. Et qui est en contentieux européen aujourd'hui. Donc on n'a pas de système identique à la France, de par d'ailleurs ce système intégré que nous avons et l'organisation de notre système électrique français, qui repose essentiellement sur là. Et ça relève de l'histoire, c'est consécutif à l'histoire, à la nationalisation après la guerre, etc. Donc c'est pour ça que quand je suis à la Commission européenne, je les alerte sur le fait que la situation et la construction de notre système électrique et de l'équilibre de notre système électrique en France est particulier et n'est pas dupliqué dans les autres pays. Donc on doit avoir aussi un regard sur cette spécificité. Vous voulez apporter peut-être une dernière conclusion et puis on terminera cette réunion. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à l'ensemble des collègues qui ont apporté leurs observations, qui ont apporté leur soutien à cette démarche. Je pense que les débats ont été très intéressants et ont permis d'éclairer sur un certain nombre de sujets qui n'étaient peut-être pas... C'est vrai que l'hydroélectricité, ce n'est pas un sujet dont on parle tous les jours et qui n'est pas connu forcément à la fois du grand public et même de quelques parlementaires ici. Donc je crois que c'était très intéressant qu'on puisse avoir cette discussion et j'en remercie encore une fois le président Lescure qui a permis ce débat et je retiens vraiment l'observation de Madame Aignan qui nous dit que les débats sur ces sujets sont nécessaires et que le débat parlementaire devra avoir lieu sur ce sujet. En tout cas, je vais poursuivre mes investigations et mes propositions pour être force de proposition aussi au gouvernement et pouvoir avec lui et j'espère avec l'ensemble des collègues porter ce sujet pour défendre le plus possible cet outil stratégique pour notre pays. Merci encore pour votre travail, chers collègues. Je vous propose que l'on se retrouve à 14h45 pour l'examen d'application de l'article 88 de notre règlement des amendements restants en discussion sur le projet de loi Élan. Et donc, je vous dis... Oui, Madame Battistel, un dernier mot. Excusez-moi, parce que j'étais vraiment dans mon hydroélectricité. Et je voulais évidemment remercier Noémie, qui a travaillé à mes côtés sur ce sujet de manière très fidèle et qui m'a beaucoup soutenue. Et donc, c'était pas facile parce que j'avais beaucoup d'exigences. Et voilà, je l'en remercie. C'est toujours appréciable de rendre hommage à nos collaborateurs. Merci chers collègues et à plus tard donc pour